Bonjour, bienvenue. Je suis Guillaume Marchand, je suis solution architecte chez AWS. La session aujourd'hui va vous expliquer comment déployer une application sur plusieurs régions AWS. Je suis accompagné de Alex Gerlich qui va vous expliquer le pourquoi et l'aventure de Front sur un déploiement multinational. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi vous avez besoin d'un déploiement sur plusieurs régions. Alex va vous expliquer comment Front, en partant du premier jour jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui rendus, comment ils ont fait pour faire ce déploiement à l'international, et ensuite la conclusion. Pourquoi vous auriez besoin d'un déploiement en multi-région sur plusieurs plaques AWS à l'international? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour servir vos clients au plus près, donc pour des questions de latence. Et aujourd'hui, quand on voit cet exemple, vous avez des clients à San Francisco, vous avez des clients à New York, vous avez des clients à Paris, vous avez des clients à Shanghai. Comment je fais pour servir ces clients? Première solution à mettre en place, c'est un Content Delivery Network, un CDN. Chez AWS, ça s'appelle CloudFront. Ce qui est intéressant avec CDN, c'est que ça va faire du cache au plus près de vos clients. Problématique, c'est quand vous avez des applications dynamiques, et là, il y a un réel souci, parce que le cache, vous n'avez pas de cache, en fait. Donc, vous êtes obligé de déplacer le compute au plus près de vos clients. Comment on fait? Eh bien, on va déployer vos applications sur l'ensemble des plaques que vous aurez besoin. Vous choisissez vos régions, et vous déployez votre compute au plus près. Donc, dans notre cas, San Francisco, ils vont aller sur les deux régions USA Ouest. New York, il y a plusieurs régions, je vais vous les dire. USA Ouest, c'est Californie du Nord, Oregon, donc deux régions AWS. Côté Est, Virginie du Nord, Ohio. Sur l'Europe, Francfort, Paris, Dublin, Londres. Et par exemple, sur la Chine, Pékin, Hong Kong, Nijia. Donc vous avez le choix, en fait. Deuxième sujet, c'est se protéger des incidents. Dans cet exemple, mes utilisateurs de San Francisco vont bien sûr sur la plaque ouest qu'on a définie tout à l'heure et sur la plaque, les utilisateurs de New York vont sur la plaque est. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un service qui tombe en panne? Pour n'importe quelle raison, un événement, réseau, un déploiement qui s'est mal passé, quelqu'un qui a fait un changement de configuration de route, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un incident et que je ne peux pas me permettre d'avoir un délai d'incident trop long? J'ai un monitoring qui se met en place, l'alerte qui se met en place. Une fois que l'alerte est mise en place, je reroute mon trafic sur le plaque. Ça a l'air facile comme ça. Il y a plusieurs étapes à passer pour pouvoir aller sur ce transfert de flux vers une autre région. Et le dernier sujet, c'est votre business en fait. Le premier point, c'est la confidentialité de vos données. Quand vous posez de la donnée dans une région AWS, par exemple Paris, AWS vous garantit que cette donnée reste dans notre région. On ne va pas répliquer la donnée, on ne va pas faire des backups sur une autre région. La sécurité est un job numéro 1 chez nous, c'est le job numéro 1, c'est notre priorité, et cette donnée reste dans cette région. Si vous la mettez aux États-Unis, elle va rester aux États-Unis. Si vous la mettez en Europe, elle va rester en Europe. Deuxième sujet, disaster recovery. Vous avez mis en place un RTO et un RPO. RTO, c'est le temps que vous avez lors d'incident pour récupérer de votre incident. Et RPO, c'est la perte de données que vous pouvez admettre. Comment on définit ce RTO et ce RPO? En fonction de votre business. Par exemple, j'ai une heure d'incident, je perds 100, 200, 1 million d'euros. Et qu'est-ce que je fais pour contrer cette heure d'incident pour pas avoir un problème business, en fait? Et là-dessus, il y a plusieurs stratégies. Soit vous faites un backup restore sur une autre région, et lors d'incident, vous remontez l'ensemble de vos stacks, vous récupérez vos backups, et vous provisionnez l'ensemble de vos stacks pour récupérer le service. Soit vous avez que les services critiques qui fonctionnent, et là, vous faites de l'asynchrone de données, soit asynchrone, soit synchrone, et quand j'ai l'incident, je provisionne par exemple que le compute. Souvent, les services critiques, c'est de la base de données ou de la data, et je diminue mon délai d'incident. Soit vous avez une stack qui est complètement chaude, et quand l'incident arrive, je la fais passer à l'échelle. Donc là, j'utilise l'élasticité d'AWS pour faire grossir
mon infrastructure soit en verticale, donc je change mes types d'instances pour qu'elles soient plus grosses, et j'en rajoute au parallèle pour tenir la recharge. Ou, dernier sujet, multi-région, active. Ça veut dire que je vais balancer mon trafic sur ma région Paris, mais aussi sur ma région Francfort, par exemple, pour contrer cet incident. Si j'ai un incident de déploiement sur Paris, Francfort pourra prendre le relais directement, ce qu'on a vu sur l'autre slide. Et le dernier point, la compliance. Les gouvernements ont mis en place un autre niveau de sécurité pour la souveraineté de la donnée. Ils pensent que la donnée doit rester en Europe pour garantir un nouveau niveau de sécurité, la GDPR. Donc là, vous mettez vos données, quand vous êtes un business multinational, vous mettez vos données en Europe pour vos clients européens, aux US pour vos clients US, et peut-être en Asie pour vos clients asiatiques. Et deuxième sujet, la donnée, si par exemple vous êtes dans un business de sciences de la vie, données médicales, vous avez aussi certaines contraintes réglementaires pour vos données. Elle doit être sécurisée, elle doit être placée dans un lieu ou dans une API. Voilà. Je laisse la main à Alex qui va vous expliquer d'où ils viennent et jusqu'où ils sont allés avec AWS. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alex, je suis responsable de l'équipe engineering de Front à Paris et aussi notre équipe infrastructure. J'ai pas mal de background sur AWS et aussi en infrastructure durant les dernières années. Et, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Front, aujourd'hui Front c'est une solution pour rendre la communication au sein d'une entreprise collaborative. C'est-à-dire, là, par exemple, sur la screenshot, vous pouvez voir qu'on a reçu un mail de quelqu'un et il est possible de demander à l'un de ses collègues « Qu'est-ce que tu penses de ce mail-là ? Comment je peux y répondre ?» et vraiment d'assurer une meilleure productivité et une meilleure transparence et collaboration entre les collègues pour tout ce qui est communication d'entreprise et aussi pour tout ce qui est relation avec les applications de l'écosystème type GitHub, Slack, Salesforce, etc. Du coup, mon talk va revenir sur les 4 dernières années de Front, donc du coup vraiment depuis le début, depuis notre lancement, et voir un peu comment ça a évolué. Donc là sur ce graphe, vous pouvez voir les activités de Front. Alors qu'est-ce que j'entends par activité? C'est jamais évident de trouver un graphe qui est vraiment du sens côté infrastructure. Donc comme je vous ai dit, on gère vraiment beaucoup de messages, et pas mal de comments. Donc là ce que vous voyez sur ce graphe, c'est le nombre de messages et de comments qui ont été gérés par notre infrastructure au cours des différentes années. Au cours des 4 dernières années. Et c'est vraiment au cours des 4 dernières années, puisque hier, c'était notre 4e anniversaire. Et donc, du coup, durant cette présentation, je vais revenir sur les différentes étapes qui nous ont amenés aux multi-régions. Et principalement, je vais revenir sur quand est-ce qu'on a bougé sur AWS. Donc, ce n'était pas vraiment dès zéro. Je vais revenir un peu plus là-dessus en détail. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser les services managés? Là, vous verrez un gros jump dans le temps. Infra as code, c'était aux alentours des 2 ans qu'on a commencé à utiliser ça. Puis, quand est-ce qu'on a eu besoin de recruter un premier ingénieur spécialisé dans l'infrastructure? Et après, comment on est passé aux multi-régions. Donc, vraiment, l'idée, c'est durant cette présentation, je vais revenir sur ces différentes étapes, pourquoi on les a fait et comment on les a fait aussi. Donc déjà, si on revient au Day Zero de Front, à cette époque-là, donc il y avait uniquement le CTO qui était en train de build le produit. Et clairement, il était composé d'une API en Node.js, d'une base de données MySQL, de Redis pour tout ce qui était message queue. Et du coup, on avait ça sur un bare metal server. Et comme je dis précédemment, Front, ce qu'on propose à nos clients, c'est de gérer toute leur communication. Et donc du coup, ça nécessite 2 choses. C'est une disponibilité très importante, et 2, de mettre en place une confiance importante avec nos clients. Puisque si jamais Front a un downtime ou a le moindre problème, il faut qu'on puisse le justifier auprès de nos clients, et surtout, il faut qu'on fasse tout notre possible pour l'éviter au maximum. Et clairement, à cette époque-là, on n'était pas prêt à avoir nos premiers clients, à leur dire c'est bon, on va gérer toute votre communication et vous apporter tout l'aspect collaboratif de Front. Donc du coup, pour voir un peu dans quelle direction on allait aller, on s'est dit, la première chose dont on a besoin, c'est des principes.
des principes qui vont nous guider non seulement pour prendre cette décision sur comment faire évoluer notre infrastructure, mais aussi qui vont nous guider tout au long du projet. Et le premier principe qu'on a mis en place, c'est qu'on ne voulait pas être locked-in chez un vendeur. C'est-à-dire que souscrire à une base de données propriétaire, avoir des besoins d'upgrade tous les ans, etc., était clairement un des principes qu'on a mis dès le début. On voulait être propriétaire de notre infrastructure, être capable de la faire évoluer et aussi être capable de choisir dans quelle direction on voulait la faire évoluer. Le deuxième principe qu'on applique aussi, du coup, toujours aujourd'hui, même 4 ans après, c'est de garder les choses super simples. À cette époque-là, il y avait un seul ingénieur, le CTO, qui n'était pas spécialement super familier avec l'infrastructure. Mais c'est aujourd'hui un des principes forts de toutes les décisions qu'on prend. Si on n'est pas capable de comprendre comment les choses marchent, il y a peu de chances qu'on puisse les faire évoluer par la suite. Et le troisième principe, c'est de toujours penser à ce que notre client va penser et de pouvoir justifier toutes les décisions qu'on a prises. Un exemple, aujourd'hui, il y a énormément de services managés qui sont disponibles, par exemple, pour la gestion de DNS, Route 53 chez AWS. Aujourd'hui, si on a un problème avec nos DNS, ça va être très dur de justifier ça auprès de nos clients. Ça va être très dur parce que certains de nos clients sont eux-mêmes sur AWS, ils utilisent déjà un service managé avec une très bonne disponibilité. Du coup, on ne peut pas se permettre d'être en porte-à-faux par rapport à ça. Du coup, avec ces principes-là en tête, on est revenu sur quels étaient nos requirements pour passer vraiment au day one et proposer vraiment quelque chose de stable à nos clients. Donc, le premier requirement, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas les ressources pour recruter quelqu'un qui était spécialisé en infrastructure. Et donc, clairement, il fallait que ce soit possible de continuer à faire évoluer le produit, continuer à faire évoluer la plateforme sans avoir quelqu'un full-time en infrastructure. On voulait aussi mettre en place des fondations solides pour monter une plateforme haute disponibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous verrez un peu par la suite avec le multi-région, mais on ne voulait pas prendre des choix qui allaient nous pénaliser par la suite et dire « Ok, maintenant, on est dans une meilleure situation, on recommence tout from scratch ». Et vraiment, dès le day one, on voulait être capable de se dire « Ok, on va être capable de continuer à construire sur cette plateforme ». Et bien sûr, c'est lié, mais c'était aussi un autre point. Basé sur notre troisième principe, on voulait être capable de dire à nos clients « Voilà, on met tout en œuvre pour monter quelque chose de solide et commencer à construire une relation de confiance avec eux, de telle sorte qu'ils soient OK pour qu'on gère leur communication. » Et donc, du coup, clairement, reposer sur quelque chose comme AWS ou un hosting aussi important, dont certains de nos clients utilisent aussi cette plateforme, nous permettait aussi de construire cette confiance petit à petit. Le quatrième point, c'est qu'il fallait que ce soit raisonnable en termes de coûts et que ça puisse continuer à scale, bien sûr, avec notre plateforme. À cette époque-là, on avait encore, je sais pas, quelques clients, mais pas beaucoup. Et du coup, il fallait que ce soit possible de minimiser l'impact sur les coûts. Et enfin, le dernier point, qui est lié au premier, de ne pas avoir de personnes dédiées côté infrastructure, c'est qu'on voulait utiliser au maximum les services managés, puisque à cette époque-là, on était sûr que, un, ils allaient être mieux managés que ce que nous, on pourrait faire en interne, et deux, ils allaient nous permettre d'avoir un impact sur tous les autres points, c'est-à-dire tant en termes de coûts qu'en termes de disponibilité qu'en termes de confiance. Et en l'occurrence, à cette époque-là, ce qu'on cherchait pour nos services managés, c'était MySQL, puisque c'était notre base de données principale, une message queue, puisque pour gérer les messages, pour gérer tout ce qui est synchronisation, eh bien, tout passait par une message queue, et le real-time, puisque tout ce que Front propose à ses clients est en temps réel. Si jamais un comment est fait, si jamais il y a quelqu'un qui tape pour répondre à quelqu'un, il faut qu'on puisse montrer en real-time qu'il y a une action qui est en train d'être faite. Donc du coup, on a décidé de partir sur AWS. Et concrètement, on est parti sur, pour la base de données MySQL, on voulait un service managé. Du coup, on est parti sur RDS MySQL en multi-AZ. Multi-AZ dès le day one, parce que ça nous permettait toujours d'avoir des fondations solides pour la disponibilité par la suite. On avait un gros layer même cache-d. Pour des raisons de performance, on est parti sur Elasticache. Pareil, on pensait que c'était la meilleure solution pour nous d'avoir un service managé et de diminuer le nombre de ressources qu'on allait utiliser en interne. Un gros parti pris à l'époque, ça a été de partir sur SQS.
Et là, vous pouvez vous dire que par rapport au premier principe et le vendor lock-in, ça ne matche plus forcément. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que SQS nous permet d'avoir vraiment une message queue au top. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se basait sur Redis avant, et on a eu un downtime à cause de Redis. Donc, long story short, on n'avait plus de mémoire sur la machine. Et donc, du coup, plus possible d'utiliser Redis en tant que message queue. Et du coup, on s'est dit, clairement, on ne peut pas rester dans cette situation. Et du coup, on a décidé de faire le parti de SQS qui, pour 0 effort, nous permettrait théoriquement de scale de façon très importante. Et si jamais, dans le futur, on souhaitait revenir sur ce choix, il y avait de nombreuses message queue open source qu'on pourra utiliser pour remplacer SQS. On avait à peu près une dizaine d'instances EC2 et un load balancer pour gérer le dispatching du trafic. Ce qu'on n'avait pas trouvé à l'époque, donc maintenant ça a peut-être un peu changé, mais il n'y avait pas de solution AWS pour tout ce qui était real-time et search. Donc du coup, pour ça, toujours avec les mêmes principes et toujours avec l'idée de minimiser le nombre de ressources qu'on avait côté infrastructure, on est parti sur des third parties pour le real-time et le search. Et du coup, ça c'était le setup en day one, et ça nous a permis d'aller assez loin. C'est-à-dire qu'on a été capable de scale vraiment pendant pas mal de temps avec de plus en plus de users. Et du coup, là, on va faire un jump directement en année 2 pour voir un peu qu'est-ce qui a changé entre l'année 2 et le setup que je viens de vous décrire. Donc là, si on revient sur le graphe que je vous avais montré précédemment, on se situe à peu près au niveau de la barre infra-as-code. Donc en année 2, il y a pas mal de choses qui avaient changé. En l'occurrence, maintenant, on n'avait plus un seul ingénieur, mais on avait plutôt 20 ingénieurs qui déployaient plusieurs fois par jour. On avait plus de 5000 users qui contribuaient sur la plateforme, enfin contribuaient, qui utilisaient la plateforme, excusez-moi. Et ça, c'est un chiffre qui est assez important parce que, comme Front, c'est un outil de communication, globalement, nos users le lancent le matin et le ferment le soir avant de partir. Donc vraiment, quand on dit qu'il y avait plus de 5000 users sur la plateforme, c'est vraiment toute la journée. Taper des messages, etc. Et pour gérer nos instances EC2, on était passé sur Chef, du coup, pour les provisionner, parce qu'on avait un besoin d'automatisation. Et on avait choisi Chef parce qu'à cette époque-là encore, on n'avait toujours pas de personnes dédiées à l'infrastructure. Et pour nos ingénieurs back-end, la transition vers Chef semblait assez simple. Et donc, du coup, ils ont utilisé ça pour provisionner les machines, et ça a très bien marché. On a ajouté un nouveau composant à notre stack, qui était Elasticsearch, pour cette fois être plus à même de gérer notre expérience de search nous-mêmes, parce qu'on avait des gros besoins en indexation, puisque chez Front, en fait, on reçoit énormément de messages, et finalement, on reçoit beaucoup plus de messages, et on indexe beaucoup plus de messages qu'on a de requêtes en search, et du coup, ça rentrait plus tout à fait dans le cas d'utilisation de notre third party. Et donc, du coup, comme je disais précédemment, on avait une centaine d'instances EC2 en année 2. Donc ça, c'est sympa, ça montre un peu comment on a scale en 2 ans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'entre le day 1 et l'année 2, il y a énormément de choses qui n'ont pas changé. Et notamment, notre setup MySQL n'a pas changé, alors que là, on parle quand même d'un move de quelques dizaines de mégas de données à plusieurs téras. Notre layer memcached n'a pas bougé, en tout cas n'a pas changé. Il a bougé, mais il n'a pas diamétralement changé. Et on rely toujours sur SQS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose on avait fait un pari, on va dire, sur SQS à l'époque, et c'est un pari qui a payé, puisqu'on l'utilise même encore aujourd'hui. Et du coup, on était toujours sur EC2 pour le compute. Donc si on va un peu plus dans le détail, SQS nous a permis de scale en gros de 0 messages par jour à 250 millions, et en 0 effort. Et c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un pari qui a payé, parce que quelle que soit la message queue qu'on aurait pu utiliser à la place de SQS, et il y en a beaucoup qui sont disponibles, je pense qu'il y en a très peu qui nous auraient permis de scale de 0 à 250 millions par jour avec 0 effort. Et là, en gros, on a changé vraiment des choses au niveau du code, etc. Mais sur notre utilisation de SQS, il y a très peu de choses qui ont changé. Côté MySQL, alors ce qui a changé, c'est que maintenant, on tourne sur une des plus grosses instances, je crois que c'est M410XL, quelque chose comme ça. Mais par contre, on a toujours le même setup en multi-AZ sur du RDS et avec du MySQL.
Et sur Memcached, là, ça demandait un peu plus d'efforts, puisque maintenant, on a beaucoup plus de nœuds qu'auparavant. Mais finalement, l'effort était assez faible pour atteindre le niveau de scale qu'on avait en année 2. Donc là, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que finalement, entre le jour 1 et les différents paris qu'on a pris à cette époque-là, ça a vraiment payé par la suite, puisqu'on a été capable de faire scale le produit, scale le business, avoir de 0 à plusieurs milliers de clients, finalement, toujours basé sur les mêmes composants de AWS. Et du coup, là, on se situe maintenant un peu après InfraAsCode, donc c'est plus en année 3. Et là, clairement, on avait des nouveaux requirements. Et nos nouveaux requirements, c'était que voilà, le business grossissait. Et à cette époque-là, Front, ça a été fondé par deux fondateurs français, mais aux États-Unis. Et donc, du coup, on était sur une région US. Et ça veut dire que tous nos clients européens avaient leurs données et avaient finalement utilisé la plateforme à partir des États-Unis. Et ça posait deux problèmes, comme Guillaume a dit dans sa présentation. Un problème de compliance. Ce n'était pas encore RGPD, mais on s'en approchait. Et un problème de performance. L'expérience utilisateur qu'on donnait à nos clients américains était bien meilleure que l'expérience utilisateur qu'on donnait à nos clients européens. Et du coup, ça posait des problèmes pour continuer à grossir finalement en termes de clients, de business en Europe. Et le deuxième point, c'était qu'on était sur la plus grosse instance MySQL RDS. Et là, clairement, il y avait un risque en termes de disponibilité pour le scale, puisqu'on ne serait plus à même de juste faire grossir l'instance RDS en prenant celle du dessus. Alors, il y avait AWS qui nous avait dit qu'il y en avait des nouvelles qui étaient en préparation, mais on a préféré pas prendre ça en compte et ne pas dépendre uniquement de AWS pour faire scale notre business. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de service AWS disponible pour répondre à ces nouveaux requirements. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à construire une équipe infrastructure. Donc là, avec des gens vraiment dédiés, full-time, pour faire scale notre infrastructure. Et du coup, pour répondre au premier point, on a décidé de créer une région en Europe pour nos clients européens. Et pour le deuxième point, qui était, on tourne sur la plus grosse instance MySQL, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La première chose qu'on a fait, c'est, avant de partir sur des énormes projets du type sharding, etc., on a demandé à Percona, qui est une des meilleures boîtes de consulting MySQL, de venir faire un audit de notre base de données. Et là, ce qui a payé, c'est le côté vraiment d'être resté sur MySQL depuis le début, puisque ça nous a permis déjà d'éviter le vendor lock-in et aussi de pouvoir amener d'autres gens pour nous donner des conseils sur comment gérer notre base de données qui grossissait de manière assez inquiétante. Et donc, du coup, on a vraiment pu amener Percona et leur demander, OK, auditez la base de données, dites-nous ce que vous en pensez et est-ce qu'on peut changer des choses avant de partir sur des projets plus importants, type sharding vertical ou horizontal. Et du coup, on a réessayé d'appliquer aussi les mêmes principes. Donc, vendor lock-in, no vendor lock-in, keep it super simple, et qu'est-ce que nos clients vont penser des décisions qu'on va prendre. Du coup, pour créer la région en Europe, on est parti sur vraiment essayer de maximiser ce qu'on pouvait avoir de AWS. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on est parti sur leur région à Dublin, EU West 1, et pour tout l'aspect dynamic routing, ça je reviendrai en détail dans 2-3 slides, on a utilisé DynamoDB. Et du coup, on a essayé de, même avec cette fois une équipe infrastructure qui était en train d'être construite, on a essayé quand même de minimiser ce qu'on avait à build nous-mêmes, mais on a quand même eu certains éléments à build, forcément. Le premier, ça a été de répliquer, on voulait répliquer uniquement, finalement, réutiliser Chef pour provisionner la région en Europe, et ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Et du coup, on a été obligé de refaire intégralement le setup avec Terraform. Et je pense que c'est dû à deux raisons. Un, maintenant, c'était des personnes plus spécialisées en infrastructure, et du coup qui aimaient mieux l'outil Terraform que Chef pour tout provisionner, et aussi parce que certainement on n'avait peut-être pas utilisé Chef provisionneur de la meilleure façon qui soit. Le deuxième point, c'est à l'époque, il n'y avait pas de VPC peering, donc maintenant c'est disponible sur AWS pour communiquer entre les régions. Donc du coup, on a dû set up notre propre VPN pour assurer la communication entre les régions,
puisque le but, c'était de faire migrer les données d'un client des US en Europe. Du coup, forcément, il y allait avoir des échanges entre les deux régions durant cette étape. Et le dernier point, ça, c'est vraiment lié à notre troisième principe, qui est toujours de pouvoir justifier nos choix auprès de nos clients. Là, on avait décidé de faire migrer leurs données des US en Europe. Et du coup, ce qu'on voulait absolument, c'est être capable de le faire avec zéro downtime. Et que ce ne soit pas visible par nos clients. Et finalement, de juste leur dire à un moment, vous avez souhaité que vos données soient en Europe, c'est bon, c'est fait. Et sans qu'eux aient à gérer de leur côté comment gérer un downtime à cause de front. Donc, si on revient un peu plus en détail là-dessus, faire transiter des terras de données entre deux régions, ce n'est pas forcément la chose la plus simple à mettre en œuvre. Et donc, du coup, on a commencé à réfléchir à sur quoi on pourrait se baser, vraiment avec toujours la même optique, comment est-ce qu'on peut se baser sur les composants les plus fiables possibles pour build au-dessus. Et à l'époque où on a commencé à réfléchir à créer la région en Europe, il y avait un nouvel outil. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil qui est un outil open source mis online par GitHub, qui permet de gérer les migrations de grosses tables, qui s'appelle Ghost. Et sur le schéma, en fait, ce que vous pouvez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que Ghost part du principe que l'idée, c'est de minimiser la charge qu'il va y avoir sur le master de la base de données. Et donc, du coup, il s'appuie sur un réplica. Du réplica, il va lire le binlog. Et ce binlog va lui permettre de créer ce qu'ils appellent une ghost table, qui est en gros la nouvelle table, mais comme je vous dis, c'est pour des migrations. Donc la ghost table, c'est souvent avec une colonne en plus ou avec un type qui a changé, quelque chose comme ça. Et après, le ghost va s'assurer de faire le switch entre la table originale et la ghost table. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté utilisation d'un réplica, utilisation du binlog, puisque c'est quelque chose qui est parsé, sur lequel on peut intervenir, et aussi le côté minimisation de l'impact sur l'existant, puisque bien sûr on souhaitait migrer nos clients avec zéro downtime, mais on souhaitait aussi que ça ait le minimum, voire zéro impact pour nos clients américains existants qui, eux, restaient sur le data center aux US. Donc ça, c'est vraiment un outil dont on s'est inspiré pour créer notre propre script de relocation. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans notre région aux US, on avait une instance MySQL multi-easy, et on a créé un réplica en Europe, dans notre région européenne. Et ça, c'est ce que AWS permet en quelques clics. Donc, il y a vraiment eu peu d'efforts pour faire ça. Et à partir de là, on avait un réplica disponible dans notre région en Europe. Et là, vraiment, on a essayé de réappliquer ce qui marchait si bien pour Ghost pour gérer les migrations. Mais cette fois, non pas pour gérer une migration, mais pour finalement relocate nos clients de la région américaine à la région européenne. Donc, à partir du réplica, on parsait le binlog via un script homemade qu'on avait fait. Et sur ce script-là, on s'est vraiment inspiré de Ghost, c'est-à-dire qu'il était possible d'arrêter le script si jamais il y avait le moindre problème. Il était possible d'avoir une mini API pour savoir un peu où est-ce qu'on en était en termes de pourcentage. Et du coup, tous les events du binlog qui étaient liés au client A, disons que là on relocate le client A, étaient du coup extraits du binlog et étaient réinjectés dans notre nouvelle Ghost table en Europe. Et une fois que la copie était faite, une fois que la Ghost table contenait toutes les données du client A, cette fois on pouvait faire le switch et on savait que toutes les données du client A étaient désormais à la fois aux US et à la fois en Europe. Pour ce qui est du routing, là c'était un peu plus complexe et on a eu besoin d'un peu plus de composants. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont passées des US en Europe, c'est intéressant, mais il reste que tout ce qui est compute, tout ce qui est routing des requêtes était toujours aux États-Unis. Et donc du coup, il fallait à la fois qu'on migre toutes les requêtes en Europe et à la fois qu'on le fasse avec zéro downtime. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment recréé la même stack en Europe, donc vraiment avec load balancer, API server, etc. Et la première chose qu'on a fait, c'est du coup au milieu, vous voyez, il y a le logo de DynamoDB. C'est dans DynamoDB d'avoir juste un key value qui disait, OK, tel client, il est dans telle région. Et on a utilisé DynamoDB pour ça, parce que ça nous permettait d'être
reliable, d'avoir les atomic updates et finalement, comme un service manager, d'avoir peu de choses à gérer de notre côté. Devant, on a mis un même cached, parce que je crois à l'époque, maintenant il y a un nouveau service qui a un cache au-dessus de DynamoDB, mais je crois qu'il n'existait pas à l'époque. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez un Elasticache, puisque finalement, pour toutes les requêtes qu'on allait recevoir sur l'API, la première question qu'on allait se poser, c'est OK, est-ce que ce client est un client européen ou un client américain? Et en l'occurrence, si c'est un client européen, il faut absolument s'assurer qu'on va envoyer sa requête au bon endroit. Donc du coup, là, on se basait sur Route 53 pour faire le geolocation routing, pour s'assurer que du coup, toutes les personnes qui se connectaient à partir de l'Europe allaient être routées sur la zone Europe. Et même chose pour les clients américains, s'assurer qu'ils allaient être routés sur la région américaine. Second layer, vous voyez un proxy, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes utilisateur d'une entreprise européenne que vous ne pouvez pas voyager et vous retrouvez par exemple aux États-Unis. Et en l'occurrence, si vous êtes aux États-Unis et que vos données sont en Europe, il nous fallait un moyen de proxy la requête, puisqu'on n'allait plus avoir vos données côté américain. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est un petit proxy layer pour s'assurer qu'on regardait dans le même cached, est-ce que ce client était européen ou américain? Si ce client était européen, directement, on faisait un proxy de la requête en Europe. Et même chose côté européen, on vérifiait dans le même cached si c'était un client américain et on faisait un proxy de sa requête, puisque de toute façon, les données n'étaient pas disponibles. Et du coup, l'autre partie, je vous l'ai déjà décrite. C'était juste une copie parfaite de ce qu'on avait en région US. Et du coup, ça, pour faire la réplication, pour provisionner toutes les instances, on a utilisé Terraform pour faire ça. Donc déjà, l'impact pour nos clients a été très important en termes de user experience. Là, ce que vous pouvez voir sur ce graphe, en gros, c'est la latence d'un de nos plus gros clients européens pour faire une requête sur notre API pour loader des messages. Et la partie en jaune qui quasiment disparaît, c'est le temps qui est passé dans le réseau. Et du coup, forcément, quand on a fait une requête en Californie du Nord, ça prend pas mal de temps dans le réseau pour avoir sa réponse. Et donc, du coup, une fois qu'on a été capable de migrer ce client du coup, avec zéro downtime côté européen, eh bien, sa latence a été divisée quasiment par 3. Et on a pu lui proposer une meilleure expérience utilisateur. Donc, pour ça, c'était vraiment un super impact. En termes de timeline, pour vraiment être super concret, ça nous a pris 3 mois pour monter la région en Europe. Donc, quand je dis monter la région en Europe, c'est s'assurer qu'on ait vraiment les mêmes composants avec Infra as Code. Alors, j'ai mentionné Infra as Code plusieurs reprises. Si vous n'êtes pas familier avec Infra as Code, ça permet vraiment d'avoir le même workflow pour provisionner son infrastructure que les développeurs ont pour pusher du code en prod, c'est-à-dire être capable de faire une pull request, de demander une review, d'avoir un approval de ses collègues, et une fois que ça a été merge dans le master, être capable de le déployer, sauf que cette fois, au lieu de déployer du code, ça permet de provisionner des nouvelles instances ou de changer des types d'instances, et du coup, ça permet d'avoir un historique total de ce qui s'est passé aussi. Donc 3 mois pour monter la nouvelle région en Europe, pour passer les scripts aussi en Terraform. On a mis 1 mois pour build le script de relocation. Alors, le script de relocation, je pense qu'il doit faire quelque chose comme, je ne sais pas, 150 lignes. C'est vraiment pas énorme, mais on a mis 1 mois à le tester parce qu'il était hors de question d'avoir le moins de problèmes dessus. Et donc, du coup, on s'est assuré je crois que les données de front, on les a fait passer d'un data center à l'autre, j'en sais rien, des dizaines de fois pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de downtime et que tout allait bien se passer. Et du coup, on a testé ça avec nos propres données. Et enfin, une fois que tout était prêt, qu'on avait toutes les instances qui étaient dispo, qu'on avait toute l'infrastructure qui était disponible en Europe, et que le relocation script, on était confiant avec, on a démarré la relocation de nos clients. Et ça a pris environ 2 mois. Donc maintenant qu'on a multi-région, qu'on est capable d'avoir les données de nos clients européens en Europe et nos clients aux États-Unis, pour nous, les prochains challenges, donc, comme vous avez vu rapidement sur le graphe, finalement, on est arrivé au point où on a dû faire du sharding horizontal de notre base de données. Donc ça, maintenant, c'est fait.
C'était pas le sujet de ce talk, mais c'était clairement le next step après le multi-région pour continuer à scale. Et du coup, après ça, maintenant qu'on a 2 régions, maintenant qu'on a plusieurs vraiment centaines d'instances et qu'on veut être le plus flexible possible, la prochaine étape pour nous, c'est de passer tous nos services stateless sur du container. Et là, on a preview EKS, le nouveau service d'AWS. On est en train de voir un peu comment est-ce qu'on va le mettre en place, mais c'est clairement le sujet qu'on a en cours. Le deuxième sujet, c'est Zero Trust Network Architecture. Maintenant qu'on a finalement 2 bureaux, un bureau à Paris, un bureau à SF, et pas mal de gens qui se connectent, il faut qu'on s'assure que niveau security, nos best practices suivent. Et du coup, l'idée derrière ça, c'est vraiment d'avoir la meilleure topologie et la meilleure architecture réseau pour s'assurer de la sécurité de nos données. Et enfin, maintenant qu'on a 2 régions, on n'a pas encore de failover, comme a dit Guillaume, mais c'est clairement le next step. Donc ça ne sera peut-être pas pour cette année, mais peut-être plus fin d'année, début d'année prochaine. Mais l'idée, c'est qu'on puisse utiliser cette fois 2 régions en Europe ou 2 régions aux États-Unis. Et si jamais on a un problème avec une, être capable de failover sur l'autre et de continuer à proposer notre service sans downtime à nos utilisateurs. Donc ça sera un plus gros projet. Ça, c'est un projet qui n'est pas encore démarré. En termes de takeaway par rapport finalement à nos 4 ans avec AWS et aussi notre passage au multi-région, ce qui a vraiment payé, c'est de garder les choses le plus simple possible et d'être capable de les expliquer. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose sur lequel on se bat tous les jours pour s'assurer que tous les gens qui nous rejoignent vont partir de la solution la plus simple et possible pour résoudre partiellement le problème avant de partir sur des projets plus compliqués. Et le meilleur exemple de ça, c'était quand on a appelé Percona avant de partir sur un projet de sharding horizontal, par exemple. Le deuxième, c'est l'équipe. Forcément, par rapport à tout ce que je vous ai dit, les timelines étaient assez courtes, comme pas mal de fois en startup. Et donc, du coup, on s'est beaucoup basé sur l'équipe. Pour le multi-région, on a eu la chance de recruter quelqu'un qui avait déjà vu ça chez Twitter. Et donc, du coup, qui a pu nous apporter son expertise aussi pour gérer la relocation et gérer le multi-région de façon le plus smooth possible. Les principes que je vous ai évoqués au début de la présentation, c'est encore quelque chose, c'est encore les 3 principes sur lesquels on se base tous les jours pour prendre nos décisions, que ce soit produit, infrastructure. On essaye toujours de penser à qu'est-ce que le client va nous demander, est-ce qu'on peut garder les choses, est-ce qu'on peut faire encore plus simple, et est-ce que vraiment on veut s'impliquer avec ce vendeur particulièrement. Et enfin, AWS, puisque, comme vous avez vu, on est parti assez tôt sur AWS, mais surtout, même quand on a dû continuer à faire d'autres projets où finalement AWS ne nous proposait pas un service directement, on a toujours utilisé AWS comme composant de base, en l'occurrence la région européenne pour le multi-région et DynamoDB aussi pour le routing, ou Route 53 pour le DNS. AWS nous a permis de vraiment être dans l'optique de minimiser notre effort, mais aussi de construire des fondations très solides pour tout ce qu'on allait build. Voilà pour moi. Je vais laisser la parole à Guillaume pour la conclusion. Merci beaucoup, Alex. Super aventure. Quelques liens pour avancer. Maintenant, on a plusieurs services qui sont beaucoup sortis l'année dernière sur le déploiement multi-région. On a, comme nous expliquait Alex, on a le VPC peering interrégion. Vous allez pouvoir faire de l'interco entre votre réseau US et votre région Europe, par exemple. Direct Connect Gateway, depuis votre data center, vous allez pouvoir aller attaquer n'importe quelle région AWS. Si vous avez un lien privé Direct Connect, Route 53 Traffic Flow, Alex l'a utilisé. Comment je dirige mes utilisateurs finaux vers la bonne région. La réplication de données, sujet essentiel. De toute façon, les 2 sujets sont le réseau et la data. Réplication de votre donnée objet. Et après, tout ce qui est base de données. Base de données SQL avec un service qui s'appelle Aurora MySQL multi-région, multi-master. On va vous fournir une base de données qui sera en multi-master, donc un bout sur les États-Unis ou sur l'Asie et un bout sur l'Irlande, et multi-master, multi-région.
RDS, cross-region réplication, c'est ce qu'a utilisé Alex pour avoir un slave, un réplica dans une autre région. Comment on fait cette migration de données? Vous pouvez utiliser un service qui s'appelle Database Migration de Services, DMS. Et enfin, Amazon DynamoDB Global Tables, une base de données NoSQL que vous pouvez déployer en multi-région sur plusieurs plaques et actif-actif. Il y a une super session Reinvent. Je vous conseille multi-région active-active architecture, ARC 319, qui est fait par Glenn Gore, qui est le VP architecte chez AWS. Reprend en détail chacun de ces points, les différentes stratégies pour déployer. Je vous conseille Innovate 2018, si vous voulez rentrer dans le détail des services AWS. C'est une session en ligne, donc vous aurez plusieurs tracks, beaucoup plus qu'ici. Et ensuite, au Sunday, pour démarrer sur AWS, une journée complète de formation gratuite dans nos locaux. Et après, il y a plusieurs événements aussi de la station F à la rentrée. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, on est dispo avec Alex. Allez-y, je vous en prie. Oui. J'ai une question pour toi sur l'aspect les services. Tu disais que quand vous avez fait le multi-région, vous avez appliqué les data, les services au-dessus. Comment aujourd'hui vous gérez, comment vous avez pu automatiser ou pas, jusqu'à quel point justement le fait de gérer la version du même service, mais sur deux data centers différents finalement. Je répète la question, comment on fait le déploiement applicatif sur plusieurs régions? C'est ça? Alors, au niveau du déploiement applicatif, on se base sur Chef. Donc, du coup, on a un agent sur toutes nos instances qui s'assure qu'ils font tourner la même version. Et entre une région ou deux régions, là-dessus, il n'y a rien qu'à changer. C'est-à-dire qu'on a toujours le même process pour déployer l'application. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne pouvait pas avant, c'est que maintenant, on peut déployer une version que sur une région, voir comment ça se passe, notamment, par exemple, si on déploie en ce moment, voir s'assurer qu'en Europe, tout se passe bien avant de déployer aux États-Unis. Mais sinon, en termes d'infrastructure, d'outils, on a continué à utiliser Chef et à utiliser leur service manager. Côté développeur, il n'y a eu aucun changement. Le sujet, il est surtout sur le pipeline de déploiement, où oui, là, effectivement, il y a un sujet. Mais normalement, côté développeur, ils ne sont pas spécialement impactés. Par contre, la stratégie de déploiement, elle est super importante parce que je ne pense pas, Alex, tu me contredis, que vous allez, quand vous faites un commit sur votre déploiement, sur votre code, qu'on va déployer sur l'ensemble des régions à T0, quoi, en même temps. On va plutôt avoir une stratégie. Je déploie d'abord sur une région, je regarde si ça fonctionne, et ensuite, autre étape, je déploie sur l'autre région. En fait, là-dessus, sur le déploiement, on est dans un cas un peu unique. Enfin, pas unique, mais du moins, on a pas mal de chance. C'est-à-dire qu'on utilise notre propre produit toute la journée. Donc, du coup, la façon dont on déploie la plupart du temps, c'est sous feature flag. Et du coup, on déploie des fois, à toutes les instances. Par contre, on a un feature flag qui va nous permettre de enable une nouvelle feature ou un nouveau code uniquement pour les employés de front et de voir comment ça se passe en interne. Et après, finalement, de faire un espèce de double déploiement. Le premier, on déploie le code, et après, via le feature flag, pourcentage par pourcentage, déployer à nos clients. Feature flag, cette session, on en parle. Ouais. Une autre question? Oui. J'ai une question sur le vendor locking. Tu as dit tout à l'heure que concernant SQS, la question s'était posée. J'entends parce que je pense que la vraie question de vendor locking, c'est qu'est-ce que cela va me coûter si demain je t'offre pour une autre solution. En développement, en termes de coût, SQS est très simple, donc ça ne va pas coûter grand-chose en termes de développement. Cependant, tu l'as dit un peu plus tard, lorsqu'il a fallu avoir une solution en Europe, le choix c'est instinctivement porté toujours sur AWS plutôt que sur d'autres plateformes cloud. Mais n'est-ce pas là le vrai vendor locking? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu les questions. La question, c'est est-ce que AWS, ce n'est pas le réel vendor lock-in de notre plateforme? Et je vais être complètement transparent. Je pense que si. Clairement, on a un lock-in sur AWS. Si demain, on devait migrer sur notre plateforme, ça prendrait pas mal de ressources, pas mal de temps. Et clairement, il faudra qu'il y ait vraiment des gros besoins pour qu'on le fasse. Après,
la façon dont on construit maintenant tous nos applicatifs et tous nos choix en service managé, etc., c'est effectivement d'abord on regarde si le service est managé chez AWS, puisqu'on a décidé de build vraiment au-dessus d'AWS. Aujourd'hui, partir sur finalement ce que ça nous empêche, ce lock-in, on va dire, avec AWS, nous permet aussi de pas perdre de temps et de build au-dessus de AWS. Donc, je dirais qu'il y a vraiment un compromis, comme toujours. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a un lock-in AWS. Et à la fois, c'est quelque chose, pour l'instant, qu'on va pas remettre en question, puisque c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus vite et qui, pour l'instant, nous permet d'avoir vraiment sur les requirements de fondation solide, de confiance avec nos clients, à pleinement remplir les requirements. Est-ce que ça répond à la question ? Je vais compléter rapidement. C'est une question de ROI. Combien vous économisez d'argent en étant sur AWS? Combien ça vous coûte de migrer? Et là, il faut trouver la bonne balance. Si à un moment temps, ça ne vous fait pas économiser assez d'argent, il y a un sujet en fait, et que ça vous coûte. Donc, à voir en fait. C'est vraiment un sujet de ROI, cette migration. Je t'en prie. Disons qu'on a étudié les différentes plateformes, pour faire simple, et on a trouvé que Terraform était la meilleure. Donc là, c'était pas vraiment lié au vendor lock-in, c'était vraiment, on a étudié les différentes plateformes et on s'est dit que Terraform était celle avec laquelle on souhaitait travailler. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un sujet de vendor lock-in avec Terraform. Je pense que c'est plus une affinité de développeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Terraform, les objets, il n'y a pas, c'est une couche d'un. C'est pas une CMP en fait, Terraform. Et un objet qui, par exemple, je sais pas, je prends S3, vous allez retrouver cet objet dans Terraform. Et chez les concurrents, chez les compétiteurs, c'est un autre nom. Et vous l'aurez en fait. Donc on n'est pas dans la CMP. Le sujet de la CMP, donc Cloud Managed Platform, c'est d'avoir cette couche cette interface unique. Et là, vous allez rester dans les couches basses. Donc du compute, c'est de chez nous, EBS, volume, du réseau, terminé, au revoir. Il n'y a plus personne. Si vous voulez utiliser autre chose, plus compliqué. Si vous voulez aller sur du Kinesis, si vous voulez aller sur du serverless, vous ne pouvez pas. Et Terraform, vous allez pouvoir y aller avec. C'est juste que c'est une affinité de développeurs, en fait. Oui. Oui. Pour les mots de service base de données, vous avez dit que vous avez les données clients par région. Vous avez des bases de données dédiées par région. C'est ça? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a des bases de données dédiées par région? En fait, ce qu'on a, c'est on a une base de données aux États-Unis pour la plupart de nos clients. Et on a une autre base de données dans notre région européenne pour les clients qui souhaitent être en Europe. Et maintenant, en fait, tous nos clients européens, par défaut, on met leurs données dans notre base de données européenne. Donc, il y a vraiment une distinction totale entre les deux régions et les données ne transitent pas. On va s'arrêter là. Il y a une session juste à côté. On reste dans le couloir si ça vous convient. Je reste à côté. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Alex.